Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre elles. Je m'appelle Tombani Kouloufoua et j'ai décidé de lancer ce podcast pour partager avec vous des profils et des itinéraires de femmes du monde. Dans ce podcast, vous écouterez des femmes donc parler entre elles avec bienveillance et empathie de leurs histoires personnelles et de leur parcours professionnel. J'espère que ces femmes vous inspireront par leur passion et leur implication dans leurs projets, où qu'elles soient dans le monde. Cet épisode s'inscrit dans le cadre d'une série spéciale intitulée « Créer et entreprendre en Afrique ». Cette semaine, Entre elles vous emmène au Congo-Brazzaville à la rencontre d'Elvie Gauthier-Ney. Elvie est la cofondatrice de Récréation Multimédia, une agence de communication digitale et de production multimédia basée à Pointe-Noire. Elle est également à l'origine de l'association Moi si, moi aussi, une association qui vient en aide aux femmes victimes de violences. Vous allez l'entendre, Elvie Gauthier-Ney est une femme passionnée. Passionnée par son métier, par l'entrepreneuriat, mais également par les causes au service desquelles elle s'engage. Voici notre conversation enregistrée à distance entre Abidjan et Pointe-Noire. Bonjour Elvie, bienvenue dans Entre elles. Bonjour Tomami, comment tu vas? Merci pour l'accueil et merci pour l'invitation. Mais je t'en prie. Alors, je le disais en introduction, tu exerces de nombreuses activités, mais je te propose de commencer par une question simple. Où es-tu née et où as-tu grandi? Je suis née à Kinshasa et ensuite j'ai grandi à Brazzaville. Et c'est là que j'étais en cavale entre Brazzaville et Pointe-Noire pendant toute ma jeunesse et voilà, en gros, d'où je viens. Tu es diplômée en finance et gestion d'entreprise de l'université Mariam Ngouabi à Brazzaville, où tu as également suivi une formation en entrepreneuriat, en management et en gestion des business units. Comment s'est fait le choix de ton orientation et qu'est-ce que tu retiens de tes premières expériences professionnelles? Alors, le choix de mon orientation, je dirais pas que c'était un choix parce que quand j'ai terminé ma terminale scientifique, je voulais faire des études d'architecture parce que j'étais une passionnée de tout ce qui était dessin industriel et je voulais vraiment avoir une carrière dans ce domaine-là. Et j'ai fait tous les concours qu'il fallait pour être architecte finalement et j'ai pas réussi. J'ai échoué aux deux concours auxquels j'avais postulé. Et mes parents à l'époque n'avaient pas assez de moyens pour m'envoyer étudier à l'étranger. Je me souviens, mon père, quand je lui ai dit que papa, je veux étudier architecture et ça, forcément, il n'y avait pas d'école d'architecture en local. Il m'a dit, ben, il faut faire comme la fille du président, Edith, elle n'a pas étudié à l'étranger, elle a étudié au Congo, donc tu resteras au Congo, tu trouves une formation ici. Donc, du coup, c'est ce qui avait conduit que je fasse les deux concours et je les ai pas eus. Et par la suite, je recherchais ce qu'il fallait faire et c'est mon frère qui m'a dit que vu que j'étais assez excellente, en sciences, mathématiques et autres, il m'a dit: «Ce serait bien que tu fasses une formation de finance parce qu'avec ton profil, ça va coller, tu es assez à l'aise en calcul, essaie de faire finance». Mais moi, je voulais pas faire des études de finance parce que dans ma tête, je me disais que c'était un métier de fille. Moi, je voulais faire quelque chose où on ne trouvait pas assez de femmes dedans, comme l'architecture, comme électromécanique. Je voulais faire une carrière de ce genre. Et bah là, comme je n'avais plus d'autres options, c'était soit de faire ça, soit faire finance, soit aller à l'université de la faculté des sciences. Donc du coup, je me suis dit: «Ben, pourquoi ne pas essayer ce concours?» Et donc j'ai essayé le concours de la finance, pour entrer à l'Institut supérieur de gestion de Mariengouabi et bah, c'est comme ça que j'ai réussi à ce concours et que j'ai commencé à faire, avoir des études, en finance, et comptabilité et par la suite, en faisant, ces études, tous mes professeurs disaient que j'avais le profil pour et que je pouvais exceller dans le domaine et c'est comme ça que j'ai poursuivi jusqu'en licence et en master par contre, parce qu'entre l'intervalle entre le master et entre la licence et le master, il fallait faire, la soutenance et c'est en commençant à exercer dans le métier que je me suis rendu compte que je n'appréciais pas trop le domaine. C'est vrai que j'avais de très bonnes notes à l'école, mais sur le terrain, je n'appréciais pas trop parce que la finance, tu es dans un bureau, tu n'as pas trop de contact avec des gens.
Du coup, moi, ça m'étouffait, en fait. Donc si bien quand j'ai fini, ma soutenance, je me suis dit: «Pourquoi ne pas me diriger vers autre chose?» Voilà pourquoi j'ai fait, management et gestion des business units, justement parce que dans ce domaine-là, ça englobait plusieurs options, à la fois la finance, à la fois la communication, le marketing. Donc il y avait une, vue assez large du monde des affaires. Et en terminant ces études-là et il fallait que je commence à travailler, bah, le profil sur lequel j'avais eu à faire plusieurs stages, c'était justement la finance. Et donc je vais commencer à travailler dans le domaine de la finance. Comme, je l'ai dit tantôt, je me sentais confinée, je sentais qu'il y avait une autre partie de moi qu'il fallait, que je puisse exprimer. Et la finance ne me permettait pas d'exprimer pleinement cette autre partie de moi. Donc après avoir travaillé pendant une année, bah, je vais décider de faire autre chose. Voilà, donc mon parcours dans la finance n'a pas été, si lent que ça. Il n'a pas vraiment duré parce que, voilà, je sentais que j'étais appelée à faire autre chose. J'avais besoin de liberté, j'avais besoin d'expression. Et avant d'arriver dans le secteur dans lequel tu exerces aujourd'hui, tu t'es essayé à d'autres activités ou est-ce que directement après la finance, tu t'es lancé dans l'audiovisuel? Non, non, non. Après la finance, je me suis essayée à d'autres activités, effectivement. Je me suis vraiment cherchée avant de me trouver. Je me suis vraiment cherchée avant de me trouver. Beaucoup me disaient, ben, tu parles bien, tu as le profil d'une commerciale, pourquoi tu t'essaierais pas dans le domaine commercial? Et c'est comme ça que je vais aller postuler dans une compagnie de téléphonie mobile à l'époque qui recrutait dans le domaine du marketing. Et je vais travailler dedans, dans le marketing, je vais travailler dans le département du trade marketing et force de vente. Voilà, c'était plutôt sympathique parce que j'avais à la fois le côté finance, parce qu'il fallait justifier les budgets et autres, et j'avais à la fois le côté où j'avais le contact permanent avec la clientèle. Et mais comme on dit, quand quelque chose n'est pas pour toi, tu sens que c'est pas pour toi. Oui, c'est vrai que j'avais des capacités, mais je sentais que c'était pas pour moi. Je l'ai fait pendant une année. J'ai travaillé en tant qu'agent marketeur, mais je voulais autre chose. Je cherchais absolument autre chose. Et mon combat, s'il faut le dire depuis le début, c'est que je voulais faire un métier où on ne trouvait pas assez de femmes. Je voulais exercer un métier entre griffes que les gens disent métier d'homme. Le marketing, voilà, on retrouvait plein de dames dessus. C'était pas plus mal, mais je voulais vraiment m'exprimer dans un métier entre griffes d'homme. Voilà. Et donc, après une année, je vais arrêter dans le domaine du marketing. Ensuite, je vais travailler dans le domaine pétrolier, où je vais travailler dans une station pétrolière en tant que pompiste. Je vais m'essayer à ce domaine-là. Bon, c'était un peu mon côté aventurière entre griffes. Donc, je vais m'essayer à ce domaine-là. Et là aussi, j'avais le domaine, oui, c'était un métier où il n'y avait pas assez de femmes, il y avait plus d'hommes. Mais ça, il n'y avait pas le côté créatif que je cherchais. C'était un travail à la chaîne manuelle, mais il n'y avait pas ce côté créatif que je recherchais. Et par la suite, je vais faire une rencontre avec un Ivoirien qui était venu au Congo et qui devait ouvrir une société audiovisuelle. Je ne savais pas ce que c'était, je ne connaissais rien de ce domaine. Et en voyant mon CV, il va se dire que j'avais le profil pour être gestionnaire de projet dans son entreprise d'audiovisuel qu'il ouvrait. Il va me proposer, comme je suis un peu quelqu'un qui aime toucher à tout et que je me cherchais à cette époque-là, je vais donc accepter ce poste qu'il va me proposer de gestionnaire de projet. C'est dans cette expérience-là que je vais découvrir le domaine de l'audiovisuel, quelque chose que je ne connaissais pas. Et en le découvrant, j'avais l'impression de trouver des réponses à toutes mes questions. J'avais à la fois, c'était un domaine masculin où on ne trouvait pas assez de femmes, et il y avait à la fois le côté contact avec la clientèle, il y avait à la fois le côté créatif parce qu'il fallait créer. Et vraiment, je vais me retrouver dans cet univers-là que je vais vraiment vouloir tout apprendre dessus, tout apprendre de bout en bout. Et en travaillant dans cette agence, vraiment, je vais embrasser le métier de l'audiovisuel et c'est finalement là
que je vais me trouver, que je vais trouver le domaine que je cherchais depuis tant en essayant toutes ces choses que j'ai essayées dans le passé. Alors, avant qu'on parle de ton entreprise, justement, et de ton aventure dans l'entrepreneuriat, je voudrais revenir sur quelque chose que tu disais juste avant. Qu'est-ce qui, selon toi, explique cette envie ou ce besoin de te retrouver dans une activité qui n'est pas considérée comme une activité de femme, ou en tout cas te retrouver dans un métier dans lequel il y a une majorité d'hommes et une minorité de femmes? Est-ce que c'est ton âme féministe ou comment tu l'expliques? Je pense que c'est lié à mon parcours. Très jeune, j'ai pas vraiment vécu avec mes parents en tant que tels. J'ai grandi avec mon grand-père. Donc, mon grand-père, j'étais avec mes deux frères. Donc, j'étais la seule fille au milieu d'une fratrie d'hommes, de garçons. Et mon grand-père, dans la façon qu'il m'a éduquée, il m'a pas donné de restrictions. Il était celui qui m'encourageait à intervenir dans tout ce qu'on pouvait dire que ce n'était pas pour les femmes. Parce que culturellement ici, souvent on dit certains débats, ça n'intéresse pas les femmes, par exemple la politique ou encore des faits de société, de culture générale. Bon, la femme, elle doit s'intéresser à la Barbie ou à la poupée, mais moi, j'ai pas grandi comme ça. Moi, mon grand-père, j'ai grandi en jouant à la bille, j'ai grandi en jouant au ballon, en jouant à la PlayStation. Donc, j'étais un peu comme un garçon manqué. Si bien que je ne sentais pas de limite et j'étais intrinsèquement liée ou bien attirée vers tout ce que les hommes faisaient. Lorsque mes frères jouaient au métier, je dirais, jouaient aux jeux de garçons, moi, ça m'intéressait. Automatiquement, je faisais de même. Et mon grand-père, lui, il m'a toujours propulsée en me disant que, écoute, tu as pas de limite. Si tu veux faire, si c'est ce qui te passionne, vas-y, fais-le. Donc, du coup, naturellement, j'ai été portée à m'intéresser à ce que faisaient les garçons, en fait. Si bien que les tantes, lorsqu'elles venaient à la maison, on voyait que j'étais dans les livres, j'étais dans les débats politiques, j'étais dans les jeux de garçons. Elle disait à mon grand-père, mais tu gaspilles cet enfant, elle doit être à la cuisine, elle doit être ceci. Et lui, il répondait en disant, pourquoi elle doit être seulement à la cuisine? Si elle s'en sort bien dans ça, pourquoi elle doit être seulement à la cuisine, en fait? Donc, du coup, moi, je me suis dit, ben, ça a été comme mon défi pour me dire que, pour prouver que la femme peut faire tout en fonction du domaine de talent qu'elle a, du potentiel qu'elle a, moi, je dois réussir dans un domaine donné. C'était comme un pari que je me suis lancé à moi, en me disant que, parce qu'il y avait cette limitation culturelle autour, je me suis dit que oui, il faut que je fasse dans un domaine d'homme pour montrer, pour casser le mythe, en fait. Parce que si je me retrouve à faire quelque chose que normalement, on se disait que mais c'est normal qu'elle le fasse parce que c'est une femme. Je vais pas briser un mythe, je vais pas changer quelque chose. Donc, du coup, je voulais absolument faire dans un domaine où on ne voit pas assez de femmes pour montrer que ben, c'est possible qu'on puisse être une femme et être dans un domaine entre griffes qu'on dit domaine d'homme. Et aussi pour enlever ce mythe, pour dire que il n'y a pas de domaine d'homme, il n'y a pas de domaine de femme, il y a que des talents à exprimer, il y a que des potentiels à lâcher en fait. Donc c'est un peu comme ça que cette course effrénée s'est faite. Alors, après t'être essayé à plusieurs domaines d'activité, donc tu le disais, tu trouves ta voie dans l'audiovisuel et tu cofondes Récréation Multimédia. Est-ce que tu peux nous parler de cette entreprise, de sa mission et de ses objectifs? Oui, je cofonde Récréation Multimédia. Donc, Récréation Multimédia est une agence de communication, de production multimédia et de communication digitale. Donc, production multimédia, nous sommes dans tout ce qui est production de supports vidéo, support audio, conception de sites internet, conception de plateformes digitales et conception graphique. Donc, notre vision, c'était vraiment en fait, c'est parti du fait que lorsque l'on voyait des productions qui se faisaient à l'étranger, bon, à l'étranger en Afrique, hein, mais en Afrique, et ce qui se faisait au Congo, on se disait que le Congo aussi pouvait relever ce défi en faisant autant bien et autant mieux. Donc,
C'est de ce battement de cœur justement d'apporter une entreprise qui peut produire une qualité de support audiovisuel et de production de communication digitale que nous avons décidé de créer Recréation Multimédia. Comme dit son nom, multimédia, nous sommes dans le multimédia. Et c'est aussi, on met le côté de communication parce que on veut aussi être une solution innovante en apportant des supports de technologies innovants dans le domaine de la communication. Donc voilà, s'il faut résumer, c'est que nous sommes une agence de production multimédia. On produit tout ce qui est, que ça soit documentaire, que ça soit reportage, que ça soit film, tout ce qui est de production. Et aussi, on a le volet de communication digitale en apportant de l'innovation, en créant des supports, des applications pour justement aider les petites et moyennes entreprises à communiquer. Donc voilà un peu notre mission ou notre vision en général pour Recréation Multimédia. En préparant cet entretien, j'ai lu une interview de toi dans laquelle tu disais, et là je te cite, il faut sans cesse vivre avec une mentalité de résilience lorsqu'on est entrepreneur. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a été pour toi le plus difficile dans ta vie d'entrepreneur? Déjà, entreprendre ici au Congo, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un défi en soi de commencer une activité. Lorsque je suis arrivée, d'abord pour la petite histoire, j'étais à Brazzaville et bien après, je vais rencontrer mon époux qui se trouvait dans une autre ville, donc à Pointe-Noire. Donc, je vais démissionner de l'agence où je travaillais pour rejoindre mon époux à Pointe-Noire. Quand je vais arriver à Pointe-Noire, justement, plus ou moins, j'avais déjà découvert ce que je voulais faire. C'était de l'audiovisuel, c'était ça ou rien. Et quand je vais arriver sur la ville de Pointe-Noire, je ne vais pas trouver d'entreprise qui pouvait me recruter avec le profil que j'avais. Parce que plus ou moins, je savais de quoi j'étais capable. Donc, du coup, les postes qu'on me proposait, c'était des postes en tant que responsable commercial. Parce que j'avais cette expérience en commercial. Donc, on se disait que j'étais plus apte à faire du commercial. C'est de là, en fait, que justement, je me suis dit, bah, pourquoi chercher de l'emploi alors que je peux le créer. Et c'est là que Récréation Multimédia est née. Mais les premières années n'étaient pas du tout faciles parce que d'abord trouver de la clientèle qui va valoriser le travail que tu fais. Et ça, c'était vraiment un défi au départ, c'était de comment en fait accepter que la clientèle puisse valoriser ce que tu fais. Surtout lorsqu'on te voit que tu es une femme qui le fait. On se dit que c'est facile parce qu'on voit, eh ben oui, c'est une femme qui le fait, ben certainement c'est facile. Donc c'était vraiment ça mon défi au départ et du fait aussi que j'avais un personnel et comment trouver de la clientèle et quand bien même tu trouvais de la clientèle, c'était des pratiques ou bien des concessions qui n'allaient pas, qu'on te demandait de faire, qui n'allaient pas en rapport avec tes valeurs, c'est les valeurs que tu prenais. Donc il fallait avoir à la fois du caractère pour se faire accepter et du caractère pour accepter les prix que tu donnais en fait. Parce que toi, tu viens avec ta vision, tu sais, tu connais, tu valorises le travail que tu as, mais en face, la clientèle n'est pas forcément, ne comprend pas forcément pourquoi de tels prix pour une telle prestation, parce qu'ils n'ont pas implémenté la nécessité de la communication. Donc, il fallait à la fois avoir cette poigne et ce caractère pour imposer, pour imposer le rythme que tu veux imposer. Et je me rappelle qu'au départ, on avait un client qui était le seul gros client qu'on avait et avec qui permettait justement de faire face à toutes nos charges. Et ce client va me demander justement de commencer à glisser des pots de vin. Mais moi, par rapport à mes valeurs, pour moi, c'était pas faisable. Donc, du coup, lorsque j'ai dit non à ce client, et ce client m'a dit, bon, écoute, comme tu dis non, on va voir où tu auras encore des clients dans cette ville et la porte va m'être fermée. Donc, du coup, la porte va être fermée et les clients, ça parle entre eux et tu te retrouves sans clients, un personnel et des charges auxquelles tu dois faire face. Et du coup, la solution que moi j'avais eue, c'est de repartir sur le monde du travail. J'ai accepté un poste responsable commercial dans une société, justement pour que, à l'aide du salaire que j'avais, pour pallier aux charges que j'avais.
Et c'est pour ça que je dis, faire face à avoir une mentalité de résilience, en fait. Et pour autant, ça ne m'a pas arrêté de croire que mon entreprise, que Récréation pouvait atteindre une certaine dimension et que les valeurs ou bien le travail que je prenais de qualité pouvait être payé à son juste coût. C'est vrai que les premières années ont été très difficiles, comme je disais. J'ai dû repartir dans le monde du travail alors que tu étais entrepreneur, travailler en même temps, tu travailles, tu finis à 18 heures et tu dois jongler avec l'agence, tu dois et c'était pas du tout facile pour moi de gérer ces 2 vies en même temps. Et par la suite, lorsque j'ai réalisé que, ben, mon âme d'entrepreneur était plus grande que mon âme de travailler dans une agence, dans une entreprise, j'ai démissionné de nouveau pour vraiment, je me suis dit, ben, écoute, soit tu fais respecter le travail que tu as et que tu trouves les clients qu'il faut, qui vont te payer à ta juste valeur, soit tu continues à te cacher en fait. Donc du coup, j'ai démissionné de nouveau de cette entreprise et ça, c'était le coup de grâce pour ma famille parce que ma mère ne l'a pas compris. Elle a dit, mais attends, ton truc que tu fais des caméras là, c'est quoi ça? Tu démissionnes d'un endroit où tu as la santé assurée, tu as une garantie pour aller dans une aventure de quelque chose où tu ne sais même pas si tu auras vraiment des clients. Et ça, c'était une décision très dure à prendre parce que au départ, mon époux, même, il n'était pas OK. Il s'est dit, non, mais écoute, tu peux continuer à faire les deux hein, jusqu'à trouver une certaine stabilité. Mais pour moi, je me disais, il fallait que j'avais une phrase dans ma tête qui se disait: «Si moi-même je prends pas des sacrifices pour ce bébé, pour Récréation, personne ne fera des sacrifices pour ça. Si moi-même je n'ose pas sauter les 2 pieds, personne ne sautera les 2 pieds pour moi». Donc du coup, c'était, même pour l'entreprise où je travaillais, où j'ai démissionné, ils m'ont pris pour une malade, quoi. Ils m'ont dit: «Mais attends, tu peux faire les 2». Moi, j'ai dit: «Non, il faut que je me mette à 100 pour Récréation. Il faut que je me batte pour ça, pour ensuite pour que ça marche. Au moins que j'aurais mis toutes mes chances dessus pour que ça marche». Et je me rappelle, mon directeur, administratif m'a dit: «Mais je sais pas, tu pètes les plans, en fait. C'est pas possible. Ici, tu avais une carrière, où tu pouvais monter les échelons, mais pourquoi tu» moi, j'ai dit: «L'appel chacun vient sur terre pour un appel qu'il a reçu et l'appel pour l'entrepreneuriat, l'appel pour ce que je pouvais enfanter de mes propres moyens était plus grand qu'enfanter dans une entreprise». Et c'est quand c'est vents et marées, quand la famille, quand tout le monde qui me comprenait pas, même ceux qui travaillaient avec moi, mes employés, ils se disaient: «Mais elle a pété un plomb, elle devient folle, c'est la crise économique, elle démissionne de là-bas pour» et puis c'est ça qui l'aidait à subvenir à toutes ses charges pour, non, ça va pas chez elle. Mais le fait que je l'ai fait, ça m'a donné plus de courage en fait et aujourd'hui la situation elle est beaucoup plus différente, et ces personnes qui disaient que je pétais les plombs en voyant le résultat se disent que, bah, oui finalement elle avait peut-être raison de le faire et j'ai eu en fait aujourd'hui c'est pour moi une fierté, surtout quand je vois ma mère vraiment venir à l'agence ici ou bien voir, ce qui a été fait et me dire que: «Ouais, tu avais raison de démissionner, que tu avais» pour moi c'est pour ça que je parle de résilience en fait. C'est d'accepter à un moment de partir à contre-courant. Quand tout le monde se dit que tu dois partir à gauche et que toi tu vas à droite et que tu y crois dur comme caillou en fait, que tu te dises que oui, je mets toutes mes cartes en jeu pour que ça donne du résultat. C'est ça en fait que pour moi j'appelle de la résilience parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Ben si c'était facile, tout le monde l'aurait fait. Mais c'est quand c'est difficile et qu'on le fait et que le résultat il est positif, que ça donne du courage à ceux qui t'ont vu faire ce parcours, de croire eux aussi qu'ils peuvent faire quelque chose de différent. Tu as touché à deux thèmes qui peuvent être des obstacles majeurs à la réalisation d'un potentiel personnel. C'est donc d'abord la corruption et puis la misogynie. Mhm. Est-ce que ce sont des éléments avec lesquels on doit savoir manœuvrer en tant que femme chef d'entreprise au Congo ou sur le continent africain, à ton avis? Oui, et oui, 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 il faut savoir manœuvrer avec parce que, écoute, c'est un système qui est déjà établi, que l'on trouve sur le terrain. C'est un système, soit tu fonctionnes avec, soit tu fonctionnes contre. Pour la petite histoire, pour parler de la corruption, pour cette entreprise, dont je ne vais pas mentionner, mais cette entreprise-là, bien après
Donc je vais dire, une fois que j'ai démissionné de d'où je travaillais pour me lancer pleinement et de faire mes preuves, pour montrer que l'agence pouvait faire des choses de qualité, cette même entreprise, bien après, va me recontacter et pour un contrat de travail encore avec l'agence. Est-ce que vous voyez? Et à ce moment-là, c'était mes conditions que j'ai mis en avant pour dire, bon, si vous devez travailler avec notre agence, voici comment on travaille, voici comment on travaille. Et ils se sont alignés. Donc, à un moment, soit pour faire changer les choses, pour bouger le système, il faut aller à compte courant. Il faut oser sortir de la course, hein, et pour établir ses propres règles. Parce que justement, si j'avais jamais dit, on n'avait jamais dit non à un certain moment, ils ne seraient pas revenus et respecter nos conditions. On serait toujours dans ce même système-là. Donc, pour pouvoir, c'est ce qui existe déjà, la corruption dans tous les ministères ou bien dans tous les services, ça existe. Ça existe ici en Afrique ou ici au Congo, ça existe. C'est un système qui est là. Mais maintenant, c'est à nous justement de venir avec autre chose et de montrer aux gens qu'on peut fonctionner autrement. Et c'est vrai que ça a risque et péril. On peut perdre beaucoup, on peut sembler perdre beaucoup à l'instant, mais le but, ce n'est pas l'instant. Le but, c'est ce qu'on va créer dans le futur. Le but, c'est ce qu'on va produire par nos actes. Donc, oui, c'est quelque chose qui est bien présent en Afrique, mais qu'il faut savoir contourner en mettant, en tapant sur la table et en disant voilà comment chez nous ça va fonctionner. Vous prenez ou vous prenez pas. Vous prenez pas, ben vous prendrez toujours parce que vous aurez toujours besoin de nous quelque part. Tu es également à l'origine du lancement d'un service qui s'appelle Wenze. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire Wenze et est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit et ce qui t'a amené à monter ce projet? Alors, Wenze dans ma langue, en lingala, ça veut dire marché. Récréation, justement, au tout début, on travaillait beaucoup, avant de travailler avec les grandes entreprises, on a beaucoup travaillé avec les petites et moyennes entreprises, ici en local au Congo. Et ce que l'on avait constaté, c'est que les petites et moyennes entreprises veulent communiquer, elles veulent de la visibilité, mais leur budget ne répond pas toujours forcément aux budgets généraux de la communication. Donc justement, nous, on avait réfléchi de créer des sortes de packages pour permettre aux entreprises d'être visibles et aussi de se faire du chiffre. Donc aux petites et moyennes entreprises d'être visibles et de se faire du chiffre. C'est ainsi qu'on a pensé à la solution Wendy en fait. Wendy, c'est une solution d'affichage d'écran totem affichage dynamique placé dans la ville, relié à une application web pour permettre justement toutes les communications, tous les supports, que ce soit les spots, les affiches que nous avons pu créer pour ces entreprises-là, ces petites et moyennes entreprises, qu'elles soient automatiquement redirigées via l'application web publicitaire Winzy et qui soient reliées aux différents écrans totems pour permettre justement aux entreprises, à ces petites et moyennes entreprises d'être visibles. Donc, en fait, voilà le concept Winzy. C'était vraiment une solution faite sur mesure pour les petites et moyennes entreprises afin qu'elles puissent gagner en visibilité et par contre se faire un chiffre d'affaires. Alors, je le disais en introduction, hein, je disais que tu fais beaucoup de choses. Et donc, en plus de ton activité professionnelle, on le voit là d'initiatives innovantes comme Wenze. Tu es également très engagé au niveau du secteur caritatif. Et je voudrais qu'on parle donc d'une association que tu avais lancée en 2015 qui s'appelait Moi si, moi aussi. Est-ce que tu peux nous dire déjà d'où vient le nom et ensuite quelle était la mission de cette association? Alors moi aussi, moi si c'est toujours dans ma langue nationale qui s'appelle ma langue nationale le lingala. Moi si qui veut dire femme, donc ce qui veut dire femme, moi aussi. En fait, moi si, moi aussi, c'est un projet qui est né particulièrement, voilà, de ma propre histoire personnelle d'abord et par la suite, le projet il est né. Lorsque je vais avoir 15 ans, je vais avoir une agression sexuelle dans le cadre scolaire, donc par par quelqu'un avec qui j'allais dans la même école. Et ça va me donner un certain dégoût de moi, de mon corps, de qui j'étais en tant que femme. Et déjà, il y avait cette appréhension
du fait de la façon dont j'ai grandi dans un milieu masculin et que certaines femmes disaient: «Oui, les femmes font pas ci, font pas ça» et le fait que je puisse, vivre encore, cette agression sexuelle, ça va me donner un certain dégoût de ce que l'on me présentait de la femme. Pour moi, j'avais cette image de la que la femme, c'était quelqu'un de faible, qu'on doit juste a abuser et j'avais vraiment ce dégoût de mon corps, ce dégoût de qui j'étais en tant que femme et ma perception de la femme était vraiment biaisée et c'est justement lorsque je vais me marier, en 2015 que voilà, que je vais rencontrer mon époux d'abord et lui, il va percevoir en moi une femme, il va vraiment croire en moi, croire en la personne que j'étais et la relation avec lui était vraiment différente, que du coup, je vais commencer à me poser des questions, en fait. Des questions sur voilà, c'était quoi être une femme réellement? C'était quoi être, c'était quoi être, les ce que la femme était appelée à faire? C'était quoi son identité? C'était quoi je vais vraiment me poser cette question et pour la petite histoire encore, lorsque j'ai vécu toute petite avec, ma mère ou, avec, des femmes que j'ai eu à voir dans mon entourage, j'ai vu beaucoup de violences conjugales. J'ai vu des femmes être, battues, être, marginalisée, être réduite à rien que du coup, j'avais vraiment cette image très biaisée de la femme et en me mariant, mon époux, il était tout à fait différent. C'était quelqu'un qui me poussait à réaliser mes rêves, à avancer, à vraiment m'accomplir. Du coup, je me suis vraiment posé la question sur ce qu'est été une femme et c'est en cherchant des réponses à ces questions que le concept «moi si, moi aussi» va naître en fait. En trouvant les réponses, le concept «moi si, moi aussi» va naître en fait. C'était pour permettre à toutes ces femmes justement qui ne se voyaient plus comme une femme. Parce que, comme je viens de vous le dire, moi si, moi aussi, ça veut dire femme, moi aussi. Qui ne se voyaient plus comme une femme, de retrouver leur identité de femme, de retrouver leur confiance en soi, accepter de nouveau leur corps, accepter de nouveau leur identité et de comprendre qu'elles sont aussi appelées à briller, qu'elles ont du potentiel, qu'elles ont des talents et à les exprimer. C'est vraiment de remettre ce rééquilibre-là, de rééquilibrer les choses, de faire comprendre que la femme n'est pas un paillasson, la femme n'est pas le sexe faible comme on dit, qu'on doit abuser, qui doit rester à la maison pour pondre des enfants, mais la femme c'est plus que ça. La Bible, pour ceux qui lisent la Bible, disent que la femme a été créée de la côte de l'homme. Ça veut dire qu'elle doit être à côté de l'homme. Il y a cet adage qui dit que derrière un grand homme se cache une grande dame. Non, c'est pas vrai ça. Aux côtés d'un grand homme, il y a une grande femme. La femme n'a pas été tirée de la colonne vertébrale de l'homme pour qu'elle soit derrière l'homme. Elle doit être aux côtés de l'homme. Donc du coup, c'était vraiment pour réétablir cette vérité que la culture, le poids de la culture, la, la mal compréhension du fait que l'homme soit le chef de la femme est venue en fait mettre un peu une zizanie en fait dans notre culture et mélanger tout en fait. Que certaines femmes se sont retrouvées à ne pas exprimer qui elles sont, à subir des violences conjugales, à subir des violences dans le cas de la famille et tout ça passe comme ça et que personne n'en parle, personne ne dit que c'est pas normal, personne et que les enfants soient là à subir ce genre de choses. Donc vraiment, moi aussi est né de tout ça pour rappeler que la femme a une identité et que elle doit être productive aussi, pour rappeler que la femme, elle peut être autonome et pour rappeler que les hommes et les femmes peuvent fonctionner ensemble ensemble parce que c'est ensemble qu'on doit faire les choses et non que l'un soit moindre que l'autre. Donc c'est vraiment de ce vécu que j'ai eu à vivre, que des femmes autour de moi que j'ai vu vivre, que c'est vraiment en réponse à tout ça que moi aussi était née en 2015. Je te remercie d'avoir partagé ces éléments de ta vie personnelle. Pour revenir à ce que tu fais, ou en tout cas à la démarche de cette association, est-ce que le but, donc, il est d'accompagner moralement des femmes
qui ont elles-mêmes subi des violences de tout type à se reconstruire, ou est-ce qu'il y a également une dimension professionnelle au niveau de l'accompagnement, voilà, de la mise en place de leurs projets, etc. Oui, il y a ce volet sur l'identité ou qui vise justement chaque femme à se reconstruire. Et le volet de l'accompagnement, pour l'instant, je n'ai pas encore tous les moyens possibles pour faire un accompagnement tangible en tant que tel pour permettre à ces femmes de pouvoir se prendre en charge. Mais l'accompagnement sous le volet professionnel passe à ce que je peux faire, à ce qu'on peut faire en tout cas. Ça passe déjà par les conseils, ça passe déjà par du coaching pour éveiller les consciences justement, parce qu'il y a certaines femmes souvent qui ne font pas parce que elles se disent qu'elles ne peuvent rien faire. Il faut justement qu'il y ait quelqu'un qui vienne montrer que oui, tu peux faire quelque chose, booster, apporter en fait cet éveil en elle pour qu'elle puisse oser faire quelque chose. Donc, il y a déjà cet accompagnement en termes de coaching. On aimerait faire plus, mais pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Pour l'instant, c'est ce qu'on fait au travers des formations, au travers de coaching et au travers d'accompagnement moral. C'est déjà énorme. Euh, je vais élargir un peu la conversation et te poser une question qui me vient là en t'écoutant. En 2017, il y a eu ce mouvement qui a pris une ampleur internationale, qui a démarré aux États-Unis, qui s'appelle MeToo. Mhm. Et donc, donc, le mouvement a démarré aux États-Unis. Il a ensuite, on l'a vu se développer dans d'autres pays. Mais il y a des pays où il n'y a pas eu de MeToo. J'ai eu une invitée japonaise récemment dans le podcast, Kaoko Mani Watanabe, qui disait au Japon, on n'a pas eu de mouvement MeToo. C'est pas parce qu'il n'y a pas de violence ou de choses répréhensibles qui se sont passées au Japon, mais culturellement, on n'a pas eu encore, en tout cas, de MeToo. Il y a eu en Afrique des tentatives à ce moment-là, en fait. J'ai vu notamment dans le cinéma, il y a des actrices, des réalisatrices qui sont montées au créneau pour dénoncer des choses qui leur étaient arrivées, mais il n'y a pas eu ce mouvement raz-de-marée comme on a vu aux États-Unis ou ailleurs. Est-ce que tu penses que l'Afrique ou que certains pays africains, peu importe, auraient besoin ou bénéficieraient d'un MeToo également? Excuse-moi de rigoler au début. Tu sais, par rapport aux exemples que tu as pris pour les États-Unis, plus ou moins, la culture qui règne déjà dans ces États-là, c'est une culture déjà libérale où les gens n'ont pas froid aux yeux pour dire ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ont vécu. Il y a déjà ce b.a.-ba là. Et nous, ici en Afrique, nous avons une culture plutôt conservatrice où il y a certaines choses qui sont encore très tabous. Parler de sexualité, c'est encore très tabou. Quelqu'un tu peux avoir l'initiative de dire que oui, on va le faire, mais les gens, même les victimes qui sont en face, ne vont pas oser le dire parce que elles ont peur du regard que les gens auront sur elles. Ah oui, c'était une femme violée. Ah oui, ah, c'est une femme battue dans son foyer. Ah, ils ont encore peur. Les gens peuvent le dire en comité restreint, tu vois, en comité restreint, hors caméra, hors médias sociaux, les gens peuvent le dire. Mais lorsqu'il s'agit qu'il y ait des visages sur des mots, là, les gens ne sont pas encore ouverts à vivre ça, ouverts à exploiter cela parce qu'il y a encore le regard des gens, le regard de la culture. Une femme qui viendra dire que mon mari me bat, c'est exposer son mari. Une fille qui va dire que j'ai été violée par mon père, c'est exposer mon père. Une fille qui va venir dire j'ai été violée par mon instituteur, c'est exposer l'instituteur. On a encore cette culture de conserver les vices. Et c'est en partie aussi quelque chose qui fait que les vices continuent à se faire parce que on n'ose pas en parler en fait. On n'ose pas en parler.
On n'ose pas en parler, on a peur du regard, on a peur de ce que les gens vont dire. On va dire: Qu'est-ce que les gens vont penser?» Voilà. Donc il y a ce poids de la culture qui nous contraint. Dernièrement, je faisais un ras-le-bol. Il y a une dame qui a fui son foyer parce que son mari la battait. Elle a fui son foyer. Elle va voir sa famille pour dire que: «Ah moi je repars pas chez mon mari, je risque de perdre ma vie», et sa famille lui dit: «Repars, parce que cet homme t'a épousé, tu penses que les couples qui durent longtemps, ils durent longtemps pourquoi? Il y a toutes sortes de problèmes dans les couples, il faut se supporter». Déjà quelqu'un qui vit dans un environnement comme ça ou même sa famille, heu, couvre ce genre de mal, penses-tu qu'une personne comme ça aura le courage d'aller le dire au dehors? Si déjà ceux qui sont censés être, ses proches tolèrent ce genre de choses, penses-tu qu'une personne aura le courage de le dire, en dehors, des 4 murs? Donc il y a ce poids de la culture. Moi je pense que pour que les choses changent, il faut repartir à la base. Il faut qu'il y ait vraiment une restructuration des choses dès la base, dans les foyers, au niveau des conjoints et des conjointes, pour les enfants, pour l'entourage. Il y a même des entourages où les voisins, ils savent que la dame d'à côté, elle se fait battre par son mari, et le voisin peut se dire, je prends l'initiative d'aller voir la police pour dire que cette femme est tout le temps torturée par son mari. Mais lorsque la personne va voir la police et que la police arrive pour dire: «Madame, êtes-vous torturée par votre mari?» La dame nie, parce qu'elle a peur. Donc on vit dans une situation, dans une société où il y a la peur qui afflue, il y a le regard des autres qui prédomine. Tant que ces choses-là ne seront il y aura pas on n'aura pas prêché pour dire que voilà, telle chose est anormale. Si vous vivez ça dans vos foyers, dites-le, parce que ça permettra aussi de guérir vos bourreaux, que vos bourreaux qui le font puissent arrêter de le faire. Tant que les gens ne comprendront pas que dénoncer, ce n'est pas mauvais de dénoncer, mais c'est une façon de régler le problème. Tant que les gens ne comprendront pas ça, mais dans notre culture, ça sera toujours tabou. On n'en parlera pas, on ne le dira pas. Pour rejoindre juste ce que tu dis par rapport au 8 mars de ce mois, il y a un institut ici dans le pays qui a fait un documentaire sur les situations que rencontrent les artistes. Il y a la promotion canapé, il y a le viol, il y a tout ça. Et ça, ils l'ont fait sous forme de documentaire où ces artistes ont eu le courage de parler. Oui, après, après ça, il y a eu des femmes qui ont eu le courage de témoigner, mais tant qu'il n'y a pas des gens qui le vivent, qui osent montrer leur face, leur tête pour dire que moi je l'ai vécu, c'est X qui me l'a fait, ce n'est pas bien, les autres n'auront pas le courage parce qu'ils vont se dire: «Ah mais je vais aller parler là-bas, comment on va me faire du mal». C'est une partie qu'il faut régler, et deuxième partie, c'est que le suivi de tout ça. Une fois que les victimes auront dit que: «Oui, moi j'ai vécu de la violence et tout», qu'est-ce qui garantit à ces personnes qu'elles seront protégées? Est-ce qu'il y a des mesures de suivi, dans nos sociétés qui permettent de protéger ces femmes qui ont vécu soit de la violence, ces enfants qui ont été violés ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a une mesure de protection pour eux? Donc c'est bien, elles peuvent se dire: «Oui, je vais le dire», mais est-ce qu'elles seront protégées? Parfois, elles seront pas protégées, parfois elles seront pas récupérées, ces jeunes filles. Moi, j'ai des témoignages de jeunes filles qui sont violées chez elles à la maison par leur beau-père. Mais il y a le facteur pauvreté qui est là. Elles n'ont pas d'autre endroit où aller. Elles se disent que bon, oui, je vais le dire, on va l'arrêter, mais après, comment on fait? Comment on va s'en sortir? S'il n'y a pas de structure à part entière qui a en fait cette compétence et cette capacité de récupérer ces victimes pour les permettre aussi de pouvoir s'autonomiser, mais on va toujours rester dans ça, ça sera un cercle vicieux en fait. On va dénoncer, ok, on va arrêter, la personne va se retrouver à la rue. La rue appelle quoi? Les violences, appelle les viols. C'est quitter le lion pour aller chez l'ours. Voilà, de bout en bout. Donc oui, on peut dénoncer, mais s'il n'y a pas des mesures d'accompagnement qui suivent derrière, les personnes, les victimes, elles sont abandonnées à elles-mêmes. Elles l'auront dénoncé, elles auront dit, mais leur vie en tant que telle, qu'est-ce que leur vie va devenir? Donc moi, en partie, je suis au milieu en fait. Je me dis oui, il faut dénoncer, mais au-delà de dénoncer, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Donc il y a ce facteur-là qui est. Donc il y a le poids de la culture, il y a le poids de ce que les gens diront, il y a le poids de comment on va être perçu, il y a aussi le fait que oui, je vais dénoncer, mais la suite, ça sera quoi? Ailleurs, ils ont dénoncé, il y a eu des mesures, il y a eu des choses qui ont été faites, les gens ont récupéré, il y a des mobilisations, il y a des fonds peut-être qui ont été levés, mais ici, je dénonce, après il y a quoi? Il y a rien.
Il y a que moi qu'on voit, oui, la victime qui a été dénoncée, qui a été violée, qui a été battue, et après, s'il y a rien, ça vaut pas la peine. Donc voilà un peu mon point. Non, non, je suis tout à fait consciente je respecte tout à fait ce que tu dis. J'allais juste rajouter que malgré tout, même dans des sociétés dites libérales, au moment de MeToo, il y a quand même des personnes qui ont, entre guillemets, sévi, agressé des femmes pendant 20 ans, Mhm, qui ont pu bénéficier du soutien ou en tout cas du silence de leurs institutions. Parfois l'institution ne savait pas, parfois c'était des personnes qui avaient tellement de pouvoir que la pauvre femme qui s'était fait agresser derrière, soit elle a perdu son boulot parce que en plus la personne avait le pouvoir de l'empêcher de travailler pendant les 20 prochaines années, soit je veux dire je pense que dans quasiment toutes les situations, la victime, elle a juste rien à gagner à en parler. Mais c'est sûr que dans nos sociétés, on est dans une situation où tous les facteurs sont aggravés, en fait. La pauvreté, elle est aggravée. mhm. La société elle-même est encore plus conservatrice. Et donc, tu te retrouves dans une situation où, au moins, quand un fait terrible est amené à l'opinion publique, au moins l'opinion publique prend parti pour la victime. Alors que malheureusement, dans nos sociétés, parfois, tu vois l'inverse arriver. Et c'est ça qui est c'est ça qui est vraiment aussi choquant en réalité aussi. Personnellement quand je vois des femmes quand je vois des femmes parties pour l'agresseur, je me dis mais enfin ça paraît tellement surréel. Oui, C'est... exactement. Parlons de quelque chose de plus heureux. En 2020, c'était lauréate du Women Initiative in Africa Congo. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce prix et de ce qu'il représente ou de ce qu'il a représenté pour toi? Ah, mais ce prix, il a été, comme tout à l'heure, je parlais de tous les efforts, de tous les sacrifices que l'on a eu à faire et avoir ce prix justement dans le cadre du projet WINZE, ça a été en fait, c'est comme, voilà, tu as parcouru un long parcours, tu pas bu d'eau et puis, finalement, tu as de l'eau qui t'est donnée, quoi. C'était une belle récompense déjà pour voir que oui, ce qu'on a eu à faire comme sacrifice, ben, que ça en valait la peine, que c'était, que quand même on avait raison de croire, en récréation, de croire en cette, entreprise qui, en juillet va fêter ses 5 ans d'existence et ça a vraiment été, ce gros coup de boost qui, vraiment nous a encore rechargé nos batteries à y croire encore plus dur et ça nous a permis d'avoir, de la visibilité et d'avoir un regard panafricain. Parce qu'avant nos services, étaient peut-être, encore, axés sur le Congo, mais à travers, le Women in Africa, on a pu avoir à étendre nos services, sur le côté africain, panafricain. Aujourd'hui, avoir des clients qui viennent un peu plus d'ailleurs et d'avoir cette grosse visibilité. Donc vraiment, ça a été déjà ça et deuxièmement, au travers des formations qu'on a eues avec, Women in Africa, vous savez, aujourd'hui, on n'a pas forcément de diplôme pour être entrepreneur. On n'a pas, même si tu as un diplôme d'entrepreneuriat, mais on a l'entrepreneuriat, c'est un peu, c'est sauter dans l'eau et puis nager en même temps. Tu sais pas nager, tu nages en même temps, tu apprends à nager. Donc, avec le Women in Africa, euh, c'est avoir les conseils de tous ces experts qui viennent partout dans le monde, qui viennent en fait vous apprendre vraiment comment devenir directeur d'entreprise, ne plus voir votre entreprise juste comme cette entreprise nationale, mais la voir vraiment comme cette entreprise euh, panafricain et peut-être et aussi international. Donc ça a vraiment été cette expérience, c'est tout ce que ça a apporté. Ça a vraiment apporté de la visibilité, un carnet d'adresses, plus de clients, une vision panafricaine et un statut aujourd'hui que même en national, on ne voit plus recréation comme avant. On la voit plus comme juste l'entreprise créée au Congo par des Congolais, mais on la voit maintenant comme une fierté qui peut représenter aussi le Congo ailleurs. Et ça a vraiment été cette expérience Women in Africa. Vraiment une très belle expérience.
Je le disais également dans l'introduction, en décembre 2020, tu as publié un roman intitulé ADN au féminin. Est-ce qu'écrire ce livre, c'était un projet de longue date et est-ce que tu peux nous parler donc de ce roman? Oui, écrire ce livre a été un projet de très longue date parce que je l'ai écrit en 2016, donc fin 2016, de décembre 2016 à 2017. Et c'était justement lorsque on crée Moi si moi aussi et que je suis en contact de toutes ces femmes-là qui vivent toutes ces situations, se rendre compte en fait que, vous voyez, lorsque l'on partage son témoignage, on se rend compte qu'on n'est pas seul à vivre certaines choses et que se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui vivent. Peut-être ces personnes qu'on a eu à approcher le vivent aussi, mais il y a encore d'autres personnes qui le vivent qu'on n'aurait peut-être pas la grâce ou l'occasion de rencontrer physiquement et de partager des choses avec elles. Et donc, c'est en voyant toutes ces femmes, on était en contact de tout ce qu'elles vivaient, de tous les a priori qu'elles avaient et tout, que pour moi ça a été comme un poids lourd sur mon cœur. Je me disais mais si celles que j'ai pu voir le vivent, il y a certainement d'autres partout dans le monde qui le vivent, mais qui ont juste besoin qu'on leur dise un mot, qu'on leur donne une phrase de réconfort, qu'on leur fasse réaliser qui elles sont, qui ont juste besoin d'une parole de réconfort. Donc du coup, c'était comme ça montait dans mon cœur et dans la même occasion, j'étais enceinte. L'échographie disait que j'étais enceinte d'une fille. Donc, du coup, je me suis dit, mais quand ma fille, voilà, c'était le délire de la femme enceinte, quoi. Je me dis, mais quand ma fille naîtra, qui lui parlera, qui lui dira quelque chose pour qu'elle ne vive pas ce genre de situation, voilà, j'étais vraiment dans ce mood-là que, du coup, j'ai commencé à écrire tout ce que j'aurais aimé dire à ces femmes qui vivaient des choses, à ma fille qui naîtra et j'étais vraiment dans cette dynamique-là. Et bon, après, quand je vais mettre au monde, c'était pas une fille, c'était un garçon. Mais le livre était déjà né, le livre était là. Et du coup, je suis allée à la recherche d'une maison d'édition. Je voulais pas m'auto-éditer. Je voulais vraiment que ça soit une œuvre qui reste parce que je me dis que au-delà de tout ce que l'on fait, de notre passage sur Terre, ce qui restera, ce sont nos œuvres. C'est ça qui définira qu'on est passé sur Terre. Donc, du coup, je voulais vraiment être éditée par une maison d'édition. Et donc, de 2017 à 2019, j'ai envoyé à plus de 15 maisons d'édition. J'ai eu des refus, voilà, oui, trop féminisme, ce message, trop ceci, trop cela, trop cela. Et c'est en fin 2019 que, voilà, la maison d'édition G d'encre va me répondre favorablement, va aimer le bouquin, l'écriture telle qu'il a été fait. Et c'est dans cet élan qu'on va se lancer pour l'édition de ce livre qui va paraître en décembre 2020. Donc voilà, donc c'est parti vraiment de ces discussions que j'avais avec ces femmes-là qui vivaient des situations de viol, de manque de confiance, de mépris, que vraiment j'ai voulu apporter une solution. Je me suis dit, mais celles-là, j'ai eu à les rencontrer, mais il y en a d'autres que je rencontrerai peut-être jamais. Mais les mots sont une partie de nous qui peut voyager au travers du temps et au travers le monde. Je peux être ici, mais mes mots parcourent la planète Terre et va toucher quelqu'un à l'autre bout de la Terre. Donc pour moi, c'était cette œuvre que je voulais vraiment laisser pour toutes ces femmes que j'aurais peut-être jamais l'occasion de rencontrer, mais que je rencontrerai peut-être par mes mots. Je voudrais terminer sur une double question. La première, quand je rencontre des personnes comme toi qui font beaucoup de choses, Mhm, je suis toujours intriguée par la façon dont elles arrivent à gérer leur temps mhm. pour produire autant de choses et être productive. Alors, je me demande si tu suis un emploi du temps très strict, si ça veut dire que tu es très organisée, ou si quand tu fais quelque chose, bah, ça veut dire que pendant cette période-là, quelque chose d'autre est en sommeil. Comment tu es organisée? Je ne fonctionne pas par emploi du temps fixe. Donc, aujourd'hui, je fais ci, ça, ça, ça. Je fonctionne par saison. Je sais que chaque chose que je le fais par saison. Je sais que, par exemple, voilà, la période de temps à temps, c'est la saison de tel et tel projet. Je vais me focaliser sur ces projets-là parce que je sens dans mon cœur que c'est la saison de ces projets-là. Parce qu'il y a une chose, il y a un adage qui m'a toujours porté, c'est que dans tout ce que l'on fait, il faut que ce que l'on fait arrive au bon moment. Trop tôt, ce n'est pas le temps. Trop tard, ce n'est plus le temps. Là, je vais mettre mon côté chrétien.
Mais je m'arrange toujours à prier, savoir quels sont les projets de la saison que je passe. Si je sais, j'ai identifié que j'ai toute une liste des projets que je dois faire, mais dans toute la liste des projets que je dois faire, j'ai des projets que je sais qui doivent être rendus visibles à une certaine saison, à une certaine période. Et en fonction de ces priorités-là, je priorise ces projets qui doivent voir le jour. Et aux côtés de ça, il y a l'équipe. Je me fais entourer. Je suis entourée de personnes qui me portent et qui me déchargent. Il y a des choses que je peux piloter où je sais que ça, il y a que moi qui dois faire, mais il y a des choses que je délègue aux personnes qui captent la vision de la chose. Voilà pourquoi, en tant que quelqu'un qui doit faire beaucoup de choses, il faut savoir se faire entourer et de savoir communiquer sa vision aux gens qui nous entourent. C'est important. Lorsque les gens captent ta vision, les gens sont prêts à mettre tout ce qu'il y a en œuvre pour que la chose soit faite. Donc, savoir se faire entourer, avoir l'équipe qu'il faut pour chaque projet. Pour chaque projet, j'ai l'équipe qu'il faut. Il y a des choses aujourd'hui qui voient le jour, mais qui ont été préparées il y a 2, 3, 4 ans, mais qui voient le jour maintenant parce que c'était la saison pour que ces choses soient visibles. Donc, c'est ça. Il y a le côté préparation avant, de toujours bien préparer tout ce que l'on fait qui paraît, qui porte le fruit aujourd'hui. C'est des choses, des fois, qu'on a préparées bien avant avec l'équipe. Et au moment où on sent que c'est la saison de cette chose, bah, on la met sur le feu et voilà, ça sort. On a l'impression que c'est maintenant que c'est fait, mais ce sont des projets qui datent de 4 ans, 5 ans, 6 ans, mais qui ont juste été bien préparés comme il faut. Donc, il y a ça. Il y a comprendre la saison de ce que vous faites, comprendre que la saison, bien se faire entourer, dormir, beaucoup dormir, vraiment dormir. Début 2017, j'avais fait un burn-out justement parce que je travaillais trop. J'étais ici, à gauche, à droite, à l'est. Et c'est au sorti de ce burn-out que justement, j'ai compris la nécessité des saisons des projets, la nécessité de l'équipe, la nécessité de se reposer. Ah oui, il faut savoir se reposer au bon moment et vraiment bien se reposer. La qualité de notre repos déterminera la qualité du travail, combien de temps on peut tenir dans le travail. Donc moi, c'est comme ça que je fais. J'ai les équipes qu'il faut pour les projets qu'il faut. Je ne mets pas tout le monde dans le même bateau. Je sais que dans ce bateau qui s'appelle temps, il y a un tel, un tel et un tel. Dans tel autre bateau, il y a un tel et un tel, un tel. Et dans tel autre bateau, il y a un tel, un tel, un tel. Et ces personnes, je m'assure qu'à ce que ce soit des personnes qui aient capté la vision de ces projets-là. Parce que lorsque les gens captent la vision et rêvent en même temps que vous, voilà, vous allez jusqu'au bout de la chose. Parlons de tes projets, enfin de ceux que tu voudras bien partager à court, moyen ou long terme. Euh, tu parlais de saisonnalité, donc là aujourd'hui, dans ta vie professionnelle, on est dans quelle saison? Alors, dans la vie professionnelle déjà, pour récréation, on est dans la saison où on va faire sortir des nouveaux produits pour se réinventer. Bah, je pense que d'ici là, les gens sauront de quoi il s'agit. J'ai une chose, je n'aime pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir acheté. Je parle très peu de ce que je ferai. Je prends beaucoup de temps à faire les choses dans l'ombre. Et quand c'est visible, c'est visible. Il y a un adage qui dit, devant la foule, on dit ce qui est indispensable. Et à ceux qui sont proches de nous, on dit ce qu'il faut. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Bon, déjà, on est ravis d'avoir eu la possibilité de savoir ce qui était indispensable. Donc, je suis déjà ravie. Voilà. Un grand merci, Elvie. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Tomani. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce moment, pour ce partage. Comme j'aime le dire, ce n'est qu'en discutant avec les autres qu'on arrive à se trouver. Donc, merci pour ce moment de partage où chacune de nous est parvenue à se trouver. Je suis parvenue à me trouver en te trouvant. Tu es parvenue à te trouver en me trouvant. On s'est trouvé. Voilà, plein succès pour ton projet, podcast. Vraiment que voilà ce que tu fais, fait du bien à plusieurs. Et vraiment, t'arrêtes pas. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Tant que tu sens que tu dois le faire, fais-le. Parce que souviens-toi,
ce qui importe sur notre passage sur terre, c'est les œuvres que l'on laisse. Et ça, que tu sois là, que tu sois plus là, tes œuvres vont rester et ça sera toujours bénéfique pour les générations futures. Et donc vraiment, continue dans ce que tu fais et voilà. Merci à Elvie Gauthier de s'être livrée avec tant de courage et d'honnêteté dans cet épisode d'Entre elles. Je la remercie également à titre personnel de m'avoir fait confiance dans cet entretien. Son livre ADN au féminin, publié aux éditions Jet d'encre, est disponible à la vente en librairie et sur les plateformes traditionnelles de vente en ligne. Si vous souhaitez entrer en relation avec Récréation Multimédia, vous retrouverez les contacts de l'agence sur le site internet d'Entre elles et dans le descriptif de l'épisode. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous souhaitez rester informé de l'actualité du podcast, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter. N'hésitez pas également à suivre Entre elles sur les réseaux sociaux, à commenter et à partager avec nous des profils de femmes qui vous inspirent. Enfin, pensez à laisser un avis sur vos plateformes de téléchargement afin de nous soutenir. Je vous rappelle l'adresse du site internet www.entre-l.com. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode en anglais et dans 1 mois pour un nouvel épisode en français.